Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Victoria Guillaumont au micro de Nouvelle Conscience. Victoria Guillaumont est l'auteure du livre « Ce qu'on n'apprend pas à l'école », publié aux éditions Kiwi. Ce livre s'adresse à sa génération, les millennials, et s'inscrit dans le sillage de son podcast Nouvel Œil. Victoria part chaque semaine à la rencontre de personnalités de tout âge et de tout univers, unies par un même point commun, celui d'oser et de croire en ses rêves. Elle partage aussi cette philosophie de vie à l'occasion de conférences, notamment dans les écoles. Aujourd'hui, c'est moi qui pars à la rencontre de Victoria et qui réfléchis avec elle aux moyens dont nous disposons, tous et toutes à notre niveau, quel que soit notre milieu social, pour créer ensemble une nouvelle conscience. Aussi, n'hésitez pas à consulter le site internet du podcast nouvelleconsciencepodcast.com. Chaque mois, je vous propose de vous écrire une newsletter dans laquelle je vous fournirai des ressources, des idées de livres, des idées de conférences autour de la notion de conscience écologique et conscience planétaire. Cette lettre sera également l'occasion de connaître les coulisses du podcast. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire en m'écrivant en message privé ou en remplissant le formulaire sur le site internet. Très bonne écoute! Bonjour Victoria. Salut Manon, comment ça va? Je vais très bien et toi? Mais ça va. C'est une période un peu compliquée, comme je te disais tout à l'heure en ce moment, parce que il y a la pleine lune là qui fait chavirer pas mal de choses, mais c'est bénéfique. Ouais. On en parlait, tu me disais qu'elle durait 72 heures, enfin que ses effets pouvaient perdurer pendant à peu près 72 heures, quelques jours après. Donc, on va attendre encore quelques temps peut-être avant de retrouver la tranquillité, la stabilité d'avant. Ouais, ça bouscule pas mal de trucs là, mais bon, c'est qu'il faut. Ouais, ça fait un bon nettoyage pour repartir sur de bonnes bases et peut-être éliminer l'ancien qui n'est plus nécessaire. Donc, Exactement, c'est ça, t'as tout compris. Ouais. D'accord. Bon, Victoria, je suis ravie de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci d'être là. Moi aussi, je suis très heureuse d'être avec toi. T'as un petit rayon de soleil, trop mignon. Tu fais que sourire depuis tout à l'heure. Ah ouais. Trop contente d'être. Je m'en rends pas compte. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir aussi. Donc, on va commencer par les questions. La première question concerne ton lien avec l'enfance, puisque donc tu proposes dans ton podcast une question qui revient à chaque fois, qui est celle du lien qu'entretenait l'intervenant ou l'intervenante avec son enfant du passé, ou du coup peut-être toujours avec son enfant intérieur. Pour toi, quelle est l'importance de se relier à son enfant du passé ou à son enfant, toujours présent, enfant intérieur, pour l'adulte qu'on est aujourd'hui? Pourquoi cette question? Parce que je pense que l'enfance, c'est l'insouciance, et en même temps, cette insouciance, c'est être dans le vrai, parce qu'on se met aucune barrière finalement. Et quand on est enfant, c'est profondément ce qu'on veut. Au fond, nous, on se pose pas toutes ces questions-là, on n'a pas cette pression sociale parce qu'on est insouciant. Et cette insouciance, on la perd en grandissant. Je trouve que c'est dommage parce que on n'arrive plus à être dans le moment présent. On n'arrive plus à être dans l'émerveillement parce qu'on va s'encombrer le cerveau de futilité finalement. Et quand tu as 7 ans, même plus jeune, tu es pleinement dans le moment présent. Chaque petit détail, ça t'émerveille parce que tu le redécouvres, tu l'apprends en fait. Et en grandissant, on considère ça comme acquis et donc on n'y prête plus attention et je trouve que c'est dommage. Donc cette curiosité-là,
cette aptitude qu'on a des tout petits à s'émerveiller du présent, à oser. On se pose pas de questions. Quand on a envie de faire quelque chose, on le fait. Et puis souvent on tombe ou on voit qu'on se fait crier dessus ou que ça marche pas. Donc on apprend. Mais en fait, on n'a pas peur de faire des erreurs quand on est petit. Ouais. Et toutes ces choses-là, il faudrait qu'on les garde en nous en grandissant, quoi. On devient frileux quand on grandit, c'est dommage. Ouais, c'est vrai, une frilosité, une peur d'entreprendre, de prendre des risques, d'être jugé aussi. On se met des barrières. Parce qu'on est plus conscient de ce qui peut potentiellement se passer si on fait tel acte. Donc on se projette, on se met des barrières et donc on fait pas, on se limite. Mais c'est pas parce qu'on est conscient des potentiels risques qu'il faut pas y aller en fait. Au contraire, il faut se dire, il pourra peut-être se passer ça, mais écoute, c'est pas grave, je tomberai, je me relèverai, il se passera autre chose derrière. Oui. Et comme tu dis, ces risques ne sont même pas certains, c'est des probabilités, des films qu'on peut imaginer, des scénarios qu'on a entendus, mais qui ne nous appartiennent pas finalement toujours. C'est ça, c'est des projections. Et tu sais, c'est drôle parce qu'on dit souvent qu'on s'assagit avec le temps. Mais en fait, je pense que l'état de sagesse, on l'a des tout petits et on le retrouve souvent quand on est très vieux. Et on compare souvent l'état de vieillesse à l'état d'enfance. Et en fait, entre ces deux états-là, donc l'état de adolescence, adulte, je pense pas qu'on soit précisément dans cette sagesse-là. Au contraire, quoi. On se perd peut-être un petit peu dans la vie et on retrouve notre état d'enfance à 80 ans, quoi. Oui, c'est dommage que pendant 60 ans entre les deux, on soit autant dans la houle. Et toi, quel lien tu entretiens avec la Victoria enfant? Et comment tu étais à cet âge, à 7 ou 8 ans? Et comment tu te lis à cette petite Victoria? Moi, je crois que j'ai encore 7 ans, en fait. C'est vraiment, je suis une enfant, mais je m'émerveille de tout. Et mes amis me prennent pour une tarée. Mais vraiment, ils pourront témoigner. Ils sont là, mais enfin, arrête, quoi. Ils sont là, mais t'es débile. Bah oui, ok, une feuille jaune, bah d'accord, mais voilà, enfin, c'est une feuille, quoi, tu vois. Ils me le disent pas comme ça, mais il me faut vraiment comprendre que je suis différente et que pour eux, je suis bizarre. Mais c'est juste que j'ai vraiment gardé cet état d'enfant. Je m'émerveille de tout, j'ose, j'ai pas peur d'y aller et j'ai une énergie qui est folle, quoi. Et peut-être un peu moins. Bien sûr, je suis d'accord, je le reconnais, je me pose plus de questions que quand j'avais 7 ans. Enfin, des questions différentes. Quand j'avais 7 ans, c'était vraiment des questions sur tout et n'importe quoi. Je voulais comprendre pourquoi on faisait un vélo sur 2 roues, mais vraiment des questions sur tout. Je retournais la tête à mes parents. Et maintenant, c'est plus des questions un peu philosophiques, existentielles. C'est d'autres types de questionnements, mais je garde cet émerveillement, ça c'est évident. Et je ne veux surtout pas le perdre. Vraiment, j'espère essayer de le décupler d'année en année. C'est tellement précieux. Oui. Et est-ce que c'est également ça que tu veux transmettre dans ton podcast, l'émerveillement à tous les âges de la vie? En partie, oui. En partie, l'émerveillement et nous rappeler que la vie est belle et surtout qu'on peut faire de grandes choses quand on suit notre intuition et quand on ose suivre ses rêves. Et c'est pour ça que je prends des parcours et des personnalités, des personnes inspirantes de tout milieu. Parce qu'en fait, tout est possible, quel que soit ton chemin, quel que soit ton passé, quelles que soient tes ambitions, quoi. C'est ça que je veux montrer. C'est que tu peux très bien grandir dans une famille qui n'est pas spécialement aisée et vouloir faire de la peinture et en vivre, tu peux y arriver. Et on dit souvent, ok, c'est peut-être plus difficile quand tu as moins de moyens, mais ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras pas. Et au contraire, tu as des personnes qui grandissent dans des milieux hyper privilégiés, qui se rendent même plus compte de ce privilège et qui vont rien en faire, quoi. Donc, je pense vraiment qu'en fonction de notre situation, on est tous capables d'avoir des cartes en main et de les redistribuer de la façon dont on le souhaite. Et c'est ça vraiment que je veux partager dans le podcast. Montrer qu'il y a du positif, qu'il y a des rêves qu'on peut réaliser et que la vie, elle est belle. Pas toujours, il y a aussi des hauts et des bas, c'est sûr. Mais au bout du compte, tout est magnifique. Oui. C'est aussi ce que tu transmets dans ton livre que tu as sorti en septembre dernier. Et si tu avais un conseil à donner, par exemple, quelle serait la première étape? Puisque, comme tu dis, voilà, l'intuition, la petite voix intérieure, ce sont des termes que tu emploies beaucoup. Voilà, tu y crois et on sent, tu le vibres aussi. Et quelle serait, selon toi, la première étape pour passer à l'action? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Pour moi, vraiment, c'est le regard des autres qui nous limite beaucoup. En tout cas, pour mon cas particulier, ça a été ça. Le regard des autres a énormément joué sur la confiance que je pouvais m'apporter à moi-même et sur la limitation dans mes actes.
parce qu'en fait, je cherchais de la confiance, de l'approbation dans ce qu'allaient penser mes amis, mon entourage, etc. Et donc, finalement, j'agissais un petit peu en leur sens, tu vois. J'essayais un petit peu de me conformer à, bah là, telle copine, je pense qu'elle m'accepterait plus si j'agissais comme ça. Donc, quand je serai avec elle, je vais peut-être pas trop parler de ce sujet-là, mais plus s'orienter là-dessus. Et en fait, j'étais un peu un caméléon qui essayait de s'adapter à tout le monde. Et donc, en fait, ce que moi, je voulais profondément et ce qui m'animait, j'essayais peut-être de le gommer parce que je me disais ça correspondra pas à leurs attentes. Et donc, je me limitais beaucoup. Donc, je prends mon cas particulier. Moi, c'était ça. C'était vraiment me limiter par rapport au regard des autres, de ce que j'allais de ce que j'allais partager sur les réseaux sociaux, de comment j'allais être reconnue, de comment j'allais être acceptée par les autres, la société, mes profs, etc. Et quand j'ai appris à me détacher de ce regard, que j'ai appris à me recentrer sur moi et sur ce que je voulais vraiment, c'est là que j'ai pu cultiver une réelle confiance, en fait. Parce que moi-même, je me rendais compte de ce que je réalisais, que moi-même, je sentais que je m'épanouissais. Et petit à petit, ça s'est construit. Et en fait, naturellement, quand tu es sur ton chemin, quand tu fais ce que tu aimes et que toi, tu es pleinement épanoui dans ce que tu fais, les personnes qui te correspondent pas et avec qui tu essaies de faire le caméléon parce qu'il fallait être pote avec, ben naturellement, ils rentrent plus dans ta vie parce que ça marche pas, quoi. Oui. Et au contraire, tu as des personnes mais hyper bienveillantes qui te ressemblent, qui vont arriver dans ta vie par je ne sais quelle rencontre et qui vont juste illuminer ta vie, quoi. Ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment arriver à passer de cet état de détachement du regard des autres qui nous emprisonne vraiment beaucoup, je trouve. Mais c'est un long travail, parce que du coup, c'est une confiance personnelle qu'il faut se construire, c'est une intuition qu'il faut suivre et qu'on nous apprend pas à l'école justement à faire, quoi. Donc, c'est pas évident. Et tu dis dans ton livre que tout ce cheminement est passé par un long travail d'écriture où tu te levais plus tôt pour écrire, pour comprendre. Est-ce que pour toi, on a besoin d'un retour à soi pour faire un peu le point sur qui on est? Est-ce que ça doit passer par là, par un peu une phase de repli, tu vois, en dehors du monde social, de la société? Voilà, des moments à soi. Tu t'es bien renseignée, c'est drôle. Mais écoute, oui, alors, est-ce qu'on peut uniquement passer par ça? Je sais pas. En tout cas, moi, c'est vrai que ça a été hyper salvateur de juste prendre du temps pour moi, téléphone en mode avion, d'aller dans la nature et de juste me dire, ben là, t'as juste toi. Ferme les yeux, t'as juste toi. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Enfin, tu penses plus à Michel, tu penses plus à Jacqueline, tu penses à personne. Toi, là, tu regardes les feuilles dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? Qu'est-ce qui profondément t'anime, quoi? Et c'est des moments qui sont difficiles. Au début, j'avais du mal à les prendre parce que ça me faisait peur, en fait, de juste me retrouver face à ce vide un petit peu existentiel. C'était waouh, j'étais là, qu'est-ce que c'est que toutes ces questions? En fait, non, je préfère rester dans ma zone de confort, aller demander des conseils aux gens, aller faire ce qu'on me dit de faire et ça ira bien, t'inquiète, quoi. Alors qu'en fait, non, je me mentais un peu à moi-même, tu vois. Et vraiment le gros déclic, ça a été le Covid. Et je pense que pour beaucoup de monde, ça a été une période de repli, justement, où on s'est enfin posé pour se poser des questions sur ce qu'on voulait faire, sur pourquoi on faisait ce qu'on faisait et qu'est-ce qui finalement comptait vraiment, quoi. Et moi, pendant le Covid, j'ai arrêté de courir partout. Je me suis retrouvée chez mes parents à la campagne pendant 3-4 mois. Et en fait, j'avais beaucoup plus de temps pour la nature, de temps de vide. Et ce vide, j'essayais tout le temps de le combler avant. Dès que j'avais un moment de vide, pour moi, ça paraissait être une perte de temps. Je culpabilisais parce qu'on me faisait croire qu'il fallait tout le temps être productive. Et donc, j'étais là, si pendant une demi-heure, je fais rien, juste je suis sur mon lit, on va me dire que je suis feignante. Et donc, je comblais tout le temps ce vide. Et là, le Covid, ça m'a poussée à juste m'allonger et à me dire, OK, là, meuf, dans 1 an, tu as fini tes études. Donc, vraiment, qu'est-ce que tu veux, quoi? Et tu fais plein de projets, mais tu vas pas pouvoir tout faire. Enfin, au bout d'un moment, qu'est-ce qui t'anime le plus? Et ça a été vraiment une période horrible. Je me suis sentie tellement seule. Je me suis dit, mais en fait, je sais pas quoi. Et j'avais commencé mon podcast, mais je sortais pas d'épisodes aussi régulièrement parce que j'étais sur d'autres projets, etc. Et là, je me suis dit, mais attends, ton podcast, c'est ce qui te plaît le plus. Pourquoi tu te prives de temps pour ne pas plus t'engager dans ce projet-là, le développer? Finalement, c'est ce qui te plaît, donc fais ça, quoi. D'accord. Et c'est à partir de là que, du coup, j'ai essayé d'autres projets qui finalement n'ont abouti à rien, mais qui m'ont certes beaucoup appris, mais voilà. Et que je me suis concentrée à fond sur Nouvelle Oeil, que je me suis dit, le livre, je vais le publier, et que finalement, tout s'est dessiné, quoi. D'accord.
Donc, pour moi, effectivement, le repli, c'est même pas du repli, c'est au contraire de l'ouverture à soi, je pense. Oui. Et un temps d'introspection, oui, c'est vrai qu'on peut souvent dire c'est du repli, c'est on s'enferme, alors qu'au contraire, on s'ouvre à notre monde intérieur et donc après, par ricochet, on s'ouvre au monde extérieur, quoi. Ouais, on va dire voilà, c'est un repli peut-être physique puisqu'on va voilà être littéralement peut-être si t'écris être plié comme ça en train d'écrire, mais au niveau oui énergétique, oui au niveau de notre lien à soi, c'est une ouverture exactement, non, une ouverture à d'autres choses et on peut être très seul en étant entouré et on peut être profondément lié en étant seul aussi. Exactement, vraiment, ouais. Et ça change tout, ça change vraiment tout dans une vie, mais je suis d'accord que c'est pas une étape facile à franchir. Enfin, ça fait peur. Moi, ça m'a vraiment fait peur et c'est une des périodes, je pense, des plus grandes remises en question de ma vie, quoi. Avant, j'osais pas affronter ça et donc j'attendais, je me disais on verra bien demain. Et finalement, je restais dans mon petit confort à me dire les autres prendront la décision pour moi, quoi. C'était un petit peu ça dans le fond. Oui. Et maintenant, tu arrives à te créer ces bulles-là en dehors du confinement, alors que la vie a reprise avec toutes ces tentations et son rythme effréné. Après, ces bulles-là, je les ai plus ou moins toujours eues depuis mon enfance parce que, ayant grandi dans la nature, j'ai quand même un lien très fort avec cette nature et je m'en suis rendu compte. On en parlait avant d'enregistrer, mais je me suis rendu compte en arrivant en ville pour mes études qu'en fait, la nature, elle était juste primordiale dans mon équilibre et que je pouvais pas m'en détacher trop longtemps, quoi. Oui. Et quand je suis arrivée à Bordeaux, que finalement, je pouvais pas aller marcher dans la forêt tous les soirs, que j'étais un petit peu coincée entre quatre murs, je me suis dit, mais la chance, en fait, que j'ai eue depuis 18 ans de pouvoir grandir à même le sol, les pieds dans la terre, quoi. Ouais. Et donc, ce retour à la nature, il m'appelle. J'en ai besoin au moins une fois par semaine. Je vois là, j'ai passé 2 jours à Paris. Et Paris, c'est la frénésie fois 1 million. Juste 2 jours, j'avais besoin, en rentrant, d'aller marcher dans la forêt, quoi. Parce que c'est se reconnecter à ce qu'il y a de plus pur, en fait. Et on en est trop déconnecté dans nos quotidiens. C'est pour ça qu'on s'encombre de trop de futilité, qu'on se pose des questions qui n'ont pas lieu d'être, qu'on complique des choses qui sont simples. Parce qu'en fait, la simplicité même que peut-être une balade en nature, on ne sait plus la savourer et on prend plus ce temps-là. Oui. Et donc, en fait, ces petites bulles à moi dans la nature, je les ai toujours gardées depuis toute petite. Et j'en ai besoin. Et ouais, le week-end, la dernière en date, c'était vraiment dimanche après-midi. Il faisait super beau. Je crois qu'il faisait 25 degrés mi-octobre. Et moi, j'étais là, mais quel cadeau. Enfin, c'est pas très normal, hein, mais oui. Bon. Je me suis dit, quel cadeau quand même de pouvoir encore être en short et en t-shirt. Et j'ai pris une après-midi sans mon téléphone où je suis allée retrouver ma forêt. J'ai pris un stylo, un carnet et je me suis juste allongée dans la forêt. Mais j'étais tellement bien. Mais vraiment, et j'étais là, mais j'ai besoin de rien de plus, en fait. Ouais. Et juste une après-midi, je suis rentrée tellement rechargée. J'étais là, ok, c'est bon. On est prêt pour aller à Paris, là, c'est bon. Ouais, t'avais préparé ton bagage interne pour affronter la ville. D'accord. Et tu disais tout à l'heure que tu t'étais toujours posé beaucoup de questions, que tu t'en posais toujours aujourd'hui. Est-ce que tu as trouvé des réponses à ces questions? Est-ce qu'il y en a certaines qui n'ont pas encore de réponse, ou est-ce que tu cherches à les trouver, ou au final, est-ce qu'on peut juste accepter d'avoir des questions comme ça qui flottent sans chercher à aller au bout? Voilà, comment tu te lies aux réponses? Ouais, c'est vrai que depuis toute petite, j'ai un peu une manie compulsive de tout remettre en question, de chercher les pourquoi des comment. Et en fait, les réponses, elles évoluent au fil des années, j'ai l'impression, et il n'y a pas vraiment de vérité immuable. Il y a quelque chose que je pensais hier que je pense peut-être plus aujourd'hui, tu vois, et je compose tous les jours avec ces réponses, j'apprends de la vie, des expériences, des échecs. Après, ce qui est sûr, c'est que je croyais vraiment après le bac que le matérialisme et le toujours plus, ça allait me rendre heureuse, hein. Honnêtement, je croyais à ça. J'étais très attachée à cette image, justement, de voilà, être bien habillée, pouvoir faire des jolies fêtes avec des amis qui ont la cote, et que c'était comme ça, en fait, que j'allais pouvoir avoir une belle étiquette et être heureuse, quoi. Je croyais quand même honnêtement à ça. Et l'Inde, ce fameux voyage humanitaire que j'ai fait pendant 2 mois à 18 ans, là, pour le coup, ça m'a apporté énormément de réponses et je pense beaucoup de vérités que je considérerais toujours comme être des vérités à 40 ans, qui sont, en fait, t'as pas besoin de beaucoup pour être heureux.
En fait, juste un sourire, ça vaut de l'or, quoi. Et ces enfants-là qui n'ont rien de matériel, ils sont tellement plus riches que nous humainement, quoi. Et je suis Oui, rentrée en France en hallucinant. Je me disais, mais en fait, on plane complet, quoi. On vit dans un confort tellement énorme qu'on s'en rend plus compte et qu'on va aller se prendre la tête pour des broutilles qui n'ont pas lieu d'être parce que juste, on est sur notre nuage, quoi. oui. Et en fait, je culpabilisais, je me disais, mais on est en train juste de mettre plein de doigts d'honneur à ces enfants qui vivent dans des bidonvilles, qui n'ont rien et qui sont heureux, quoi. Mhm. Et nous, en nous plaignant de ne jamais en avoir assez, juste on est en train Enfin, pour moi, c'était insultant vis-à-vis de ceux qui n'ont rien, quoi. Mhm. Et, euh, et donc là, ça a fait fuser mais des milliers de questions dans ma tête. Vraiment, je me disais, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi là, je suis en école de commerce entourée de gens qui se plaignent d'être en cours alors que quand même nos parents sont en train de payer 10 000 € l'année, quoi. Oui, Enfin, aucun problème. Euh, Pourquoi on sort en boîte de nuit parfois alors qu'on n'en a pas envie? Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé d'y aller. On peut aussi préférer lire un livre. oui. Pourquoi on a envie d'acheter une robe en rouge alors qu'on a exactement la même en noir? Enfin, et je Mhm. me posais toutes ces questions. Je me suis dit, mais pourquoi on est autant attaché à tout ça, quoi? Et Oui, moi, qui je suis vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment apporter à la société? Est-ce que je veux faire un métier pour faire un métier alimentaire ou est-ce que vraiment je veux faire quelque chose qui contribue à rendre le monde un peu plus doux, même si je gagne pas 3 000 € comme on m'a dit qu'il faudrait gagner chaque mois Mhm. pour s'en sortir? Enfin, je veux dire, j'ai redéfini toutes mes priorités et je me suis dit, mais ce qui compte, c'est d'avoir un toit où dormir, de manger 2 ou 3 fois par jour. Enfin, même rien que ça, manger, on mange trop en fait. Enfin, ça Oui, allait jusque-là, hein, c'est de me dire, mais dans ton quotidien, pourquoi tu manges autant? Parfois, tu manges parce qu'on t'a dit qu'à cette heure-là, il fallait manger, mais oui. en soi, t'as pas faim, quoi. Enfin, Mhm. et donc, c'est toute une philosophie de vie que j'ai mais complètement retournée. Ça allait jusqu'à mon dressing, où j'ai ouvert mon dressing, je me suis dit, ok, meuf, pourquoi t'as tout ça? Ça te sert à rien d'avoir tout ça, donc tu vas trier, tu vas garder que ce qui est nécessaire pour toi, tu vas arrêter d'acheter du neuf, tu vas aller dans le grenier de ta mamie voir ce qu'elle a. Et j'ai déniché mais des pépites, mais vraiment des pépites de chemisiers qu'on retrouve aujourd'hui chez Zara, quoi, Bien et qui sûr. datent de l'époque de mon arrière-grand-mère Mais qu'elle a oui, fait oui, oui. main. Elle l'a cousu main. Waouh! Oh là là, incroyable. Et puis de meilleure qualité, avec le lien aussi émotionnel qu'il y a Et oui, à ce vêtement. ah oui, il y a une réelle Ouais, histoire. c'est ça. Ça n'a pas été fait par des petits enfants au Bangladesh. Je veux dire. Ouais, Et donc en fait, je remets chaque acte de consommation, ça va jusque là, quoi, en ouais, question. De dire, bah là, j'achète une pomme, elle vient d'où? Elle a été faite par qui? ouais. Quel chemin elle a fait? Et donc c'est tout un nouveau rapport au monde que j'ai adopté et qui finalement est très lié aussi à cette cause écologique, quoi, parce qu'en Mm. vivant plus simplement, plus sobrement, Oui. dans le minimalisme, bah, on respecte beaucoup plus la nature Mhm. et nous, on est beaucoup plus heureux aussi, quoi. Parce que ce qu'on Mhm. a, on est conscient de l'avoir et on est content de l'avoir. Ouais. Donc voilà. Oui, c'est pas là pour combler un vide, mais c'est là parce qu'on en a besoin. Ça répond plus à un désir, à un plaisir éphémère, mais c'est vraiment parce qu'on sait pourquoi on fait cet achat. Il est raisonné. Donc oui, les réponses, tu vas aussi peut-être les avoir dans l'action, c'est-à-dire en suivant des intuitions, en suivant des projets, des envies. Et c'est voilà sur le terrain, en faisant et en étant réceptive à ça et en faisant ce travail de déconstruction aussi, en se posant des questions que vont arriver les réponses. Exactement. C'est vrai que c'est dans l'action que souvent viennent des Mhm. briques du moins de réponse. C'est pas en restant Oui, passif. Enfin, elles oui, n'arrivent pas comme ça, quoi. Il faut non, vraiment agir, tester, retomber, se relever, enfin être juste d'être dans l'action, dans le mouvement, et c'est là qu'on apprend, qu'on teste oui, et qu'on voit ce qui marche pas, et que donc on en tire des conclusions, quoi. oui. Finalement, ça, quand tu parlais de agir et tomber, se relever, ça me faisait penser au début de l'interview où tu parlais de l'enfance où on agit, on tombe beaucoup, sans avoir peur de ça. Finalement, c'est peut-être revenir à une forme, comme tu disais tout à l'heure, d'insouciance puisqu'on va se lancer quoi qu'il arrive. Toi, j'imagine, avant de partir en Inde, peut-être que tu ne savais pas trop à quoi t'attendre, tu t'attendais pas Mais à oui. vivre ça, mais t'y allais. Mais en fait, c'est ça, c'est que toutes les plus belles choses que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui dans ma vie, c'est parti d'actions complètement insouciantes et inconscientes même, vraiment. Parce que Mhm. l'Inde, pour le coup, tout le monde me disait, mais Victoria, t'es folle, tu pars toute seule, t'as 18 ans, t'es jamais vraiment partie loin sans tes parents, t'es une fille. L'Inde, c'est le pays le plus pauvre au monde. Enfin, en fait, non. Pourquoi? Et Oui, moi-même, je savais pas pourquoi. Très honnêtement, j'avais pas du tout regardé de documentaire sur l'Inde. Je m'étais pas du tout renseignée sur le pays. J'avais juste une intuition qui me disait, mais il faut que tu y ailles, quoi.
Et donc, quand on me disait pourquoi, et si, mais fais attention, et en fait, que tout le monde me remettait leur propre peur sur moi, je me mettais un bouclier, je me disais, mais juste laissez-moi tranquille, j'ai envie d'y aller, et pourquoi je dois me justifier? Enfin, je veux dire, ça m'appelle, j'ai une intuition, bah, j'y vais, et puis si c'est dur, si psychologiquement c'est difficile à vivre, bah ok, vous aurez peut-être eu raison, mais au moins j'apprendrai là-bas, quoi. Et c'est juste que j'ai quelque chose à expérimenter, que ce soit dur ou pas, bah, je le vivrai, quoi. Et donc, ça a été complètement inconscient parce qu'effectivement, je suis arrivée là-bas, les 5 premiers jours, je me disais, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais vraiment, qu'est-ce que t'as fait? Enfin, c'est trop dur. T'as aucun repère, t'es là pour 2 mois et vraiment, le temps peut être très long quand tu sens pas tes baskets. T'as tout à apprendre, il fait très chaud. Enfin, et j'étais là, mais et je me disais, les mais odeurs, c'est violent. Ah oui, c'est tout un univers. Même, moi, je suis aussi allée en Inde, c'est marrant, mais pareil après, tu vois, pareil. Mais t'as été où? alors, en fait, moi, c'est très rigolo. Je voulais partir à 18 ans et j'ai pris peur à la dernière minute. Tout était prêt et j'ai pris peur. Je devais partir pareil pour aller dans un projet. Je me rappelle même plus où puisque je n'y suis pas allée. Et voilà, j'ai pris peur parce que pareil, tout le monde essayait de me mettre en doute mon projet, essayait de remettre en question mon idée. Donc, je me suis dit, enfin voilà, c'était pas le moment. Et j'y suis retournée à 19 ans, mais là, dans un contexte totalement différent. C'était pas du tout pour participer à un projet, c'était en fait, c'était pendant 15 jours faire le tour du nord de l'Inde. Donc, c'était aussi merveilleux, mais la démarche était différente, tu vois. Donc, j'ai fait le Rajasthan et donc, je comprends ce que tu veux dire au niveau de l'environnement qui est c'est un éveil des sens voilà, exponentiel, que ce soit les odeurs, les couleurs, t'es tout le temps sollicité. Et en plus, toi, tu étais dans un cadre assez encore plus différent puisque tu étais dans des bidonvilles, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça a été une claque immense et les premiers jours très difficiles. Et après, je me suis jamais sentie aussi vivante de ma vie, en fait. Ah oui? Ouais, non, mais c'était magique. J'ai vécu les 2 plus intenses mois de ma vie à tous les niveaux, quoi. Et ça, en fait, cet exemple-là, il se réplique dans toute la vie dans son ensemble. C'est-à-dire que quand on sort de notre zone de confort, quand on persiste un petit peu dans l'inconfort, bah, derrière, il y a une zone magique qui est incroyable, quoi. Et souvent, on est tenté de faire demi-tour. Honnêtement, mes premiers jours en Inde, je me suis dit, demain, je reprends un avion, je rentre, quoi. Vraiment, j'en peux plus. Et je me suis dit, non, ok, là, c'est challengeant, t'es pas dans ta zone de confort, bah, tu restes et tu vas voir, t'as des choses à apprendre. Et ça a été juste magique. Et le podcast, c'est pareil, clairement une idée d'un acte complètement inconscient. Enfin, j'avais envie de lancer un podcast, mais je n'y connaissais absolument rien. J'avais aucune idée du temps que ça pouvait prendre, du matériel qu'il fallait utiliser, de comment faire un montage, de qu'est-ce qu'il y avait autour de tout ça. J'ai pas du tout fait d'école de journalisme. Et juste, j'avais une petite voix qui me disait, mais t'as envie de le créer, crée-le, quoi. T'attends quoi? Et pareil, autour de moi, mes parents, mon entourage, quoi, dans son ensemble, me disaient, mais tu fais déjà 1000 trucs, Victoria, au bout d'un moment, arrête, tu le feras quand tu auras 30 ans, que tu auras le temps. Et je me suis dit, à 30 ans, vous me direz la même chose, je ferai d'autres choses. Donc, j'aurai toujours une raison de ne pas avoir du temps. Donc, juste, go, quoi, et puis on verra. Et j'ai été complètement inconsciente parce que c'est un travail de ouf. Et si vraiment j'avais si j'avais été consciente de tout ça avant de me lancer, je pense que je l'aurais pas fait parce que j'aurais pris peur, en fait, de me dire, mais c'est colossal, j'aurais jamais le temps, quoi. En fait, je savais pas, j'ai appris sur le tas et je trouve le temps pour, quoi. Oui. Et est-ce que tu penses qu'il vaut mieux ne pas savoir, justement, avant de se lancer? Honnêtement, oui. Je pense qu'il vaut mieux pas savoir et vaut mieux l'apprendre en avançant, quoi. Oui. Parce que quand tu sais, tu te mets des œillères, tu n'accueilles pas l'expérience de la même façon, je pense. Tu as peut-être des préjugés, tu te limites. Après, voilà, à juste mesure. Il ne faut pas non plus partir les yeux fermés et se dire, je connais rien, go, quoi. Enfin, il y a aussi un juste milieu, mais je veux dire, il ne faut pas attendre que tout soit parfait, nickel, et connaître de A à Z tous les aboutissements de ce qui va se passer pour se lancer, quoi. Un jour, il faut y aller. C'est clair. Et les choses se font, comme on disait tout à l'heure, dans l'action. Naturellement, ouais. Et donc aujourd'hui, Nouvel Oeil a 2 ans.
c'est ça, il me semble. Ouais. Depuis peu, il me semble, ou c'est 2 ans. En vrai, c'est le 24. En vrai, c'est le 24 octobre ou le 27. Le 24. Donc D'accord. c'est Ah, dans 3 ouais, jours. c'est dans 3 jours quoi. Enfin bon, c'est Waouh! mi-octobre. Ouais. D'accord, bon c'est un peu l'occasion de fêter les 2 ans du podcast. Alors Ouais. voilà, on est presque à la date du jour de lancement. Donc je le disais, tu es à 73 épisodes publiés. Est-ce que dans tes interviews, tu as remarqué un message commun qui revenait à chaque fois, une constante, un élément que voilà tes intervenantes ont partagé, comme oui finalement une conclusion qui serait commune à tous les parcours. Honnêtement, c'est oser, n'ayez pas peur. C'est vraiment Oui. ça qui revient à chaque fois. Parce que Mhm. toutes et tous, c'est des personnes qui, à un moment donné, auraient été tentées de dire non parce que c'était inconfortable et qui ont dit, OK, j'ose, j'y vais, quoi, et on verra. Ok. Et c'est pas grave. Et quoi qu'il se passe, ça sera pas grave. Et c'est là-dedans, dans cette philosophie de vie-là, qu'il s'est passé des choses incroyables et qu'ils se sont réalisés eux-mêmes, quoi. Et qu'ils ont pu avoir un impact sur la société. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est oser, quoi. C'est Ouais. le maître mot dans tout ce que tu veux entreprendre dans la vie. Ouais. Ouais. Et c'est ce que tu fais aussi. Hein, ça me fait penser voilà, à ton histoire aussi finalement, puisque on en parlait il y a 2 minutes. Ouais. Le livre, c'est pareil, quoi. Enfin, le livre, honnêtement, mais j'étais complètement inconsciente du travail que ça pouvait être, d'à quel point c'était une jungle, le monde de l'édition, et qu'en fait, trouver une maison d'édition, c'était juste quasiment mission impossible. J'ai eu plus de 30 refus de maison d'édition. J'entendais tous les jours que j'étais trop jeune, que je planais complet pour espérer être publiée. Oh là Et en là. fait, voilà quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, Ouais. j'ai juste osé. Je me suis dit, ok, j'ai 20 ans, justement, ça peut faire la diff. Donc, C'est je vais ça. tenter. Et puis, je vais prendre des refus forcément. C'est pas grave, je renverrai à d'autres maisons et ça finira bien par marcher, quoi. Ouais. Et moi, j'étais tellement convaincue du message que je voulais apporter au monde et de l'importance que pouvait avoir ce livre auprès de jeunes, que je me suis dit, mais d'une façon ou d'une autre, ce livre, il arrivera entre les mains de jeunes parce que moi, j'aurais eu besoin de le lire, ce livre, quand j'avais 18 ans, 17 ans, 15 ans, et que j'étais complètement paumée, quoi. C'est Et que vrai. je pensais que le bonheur, c'était le toujours plus, alors que j'étais dans un leurre total, quoi. Donc, voilà. Super, merci beaucoup Victoria. La dernière question du podcast est la suivante. Quelle est la signification pour toi de nouvelle conscience? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu ressens quand tu le lis? Nouvelle conscience, c'est justement être conscient de ce qui nous importe vraiment dans la vie, je dirais. Être conscient de ce qui nous entoure et de retrouver du plaisir et du goût dans des petits détails qui font tout et qu'on oublie aujourd'hui. Donc un lever de soleil, un oiseau qui chante, la pleine lune qui vient illuminer nos draps la nuit. C'est des petits détails, l'odeur d'un livre. Enfin, je veux dire, c'est plein de petites choses qui font tout le sel de la vie et pour lesquelles on prête plus d'attention parce qu'on est tellement dans nos quotidiens frénétiques que c'est plus important et qu'on prend plus le temps de les noter, quoi. C'est considéré, comme je disais tout à l'heure, pour nous c'est de l'acquis, donc en fait on fait plus gaffe. Sauf qu'avoir une nouvelle conscience, c'est justement être conscient de tout ce qu'on va faire, de chaque acte d'achat, comme je disais, de chacun de nos actes, que ce soit d'achat ou autre d'ailleurs, tout ce qu'on fait, le faire en conscience, quoi, de se dire, là, je vais prendre mon téléphone, je vais aller sur Instagram, ok, je suis conscient de ce que je suis en train de faire. Pourquoi je le fais? Est-ce que c'est pour juste aller scroller et voir des vies qui m'appartiennent pas? Ou est-ce que c'est vraiment pour aller me nourrir et poster quelque chose qui ait de l'utilité et de l'impact? Pourquoi, en fait? Donc, nouvelle conscience, c'est mettre des pourquoi, encore une fois, se poser des questions sur ce qu'on fait. D'accord. Et des gratitudes aussi, j'ai l'impression de remercier en fait ce que la vie nous offre. Exactement, ouais, c'est ça. C'est vraiment d'être reconnaissant de tout ce qu'on peut avoir, quoi. Super, merci beaucoup.
Mais merci à toi, Manon, trop chouette. Et vous pouvez retrouver du coup Victoria, voilà, sur son compte Instagram, sur toutes les plateformes d'écoute, en achetant son livre, bien évidemment, Ce qu'on n'apprend pas à l'école, publié aux éditions Kiwi. Et puis dans toutes tes interventions à la radio, puisque tu es passée sur France Bleu, sur Radio Notre-Dame. Est-ce que j'oublie notre radio sur laquelle... Oui. Alors là, j'en ai fait pas mal. Je les aurais même pas en tête. Il y a eu plusieurs radios locales. Là, prochainement, il y en a une qui va sortir sur RZN Radio de Bordeaux. Honnêtement, il y en a eu plusieurs. Oui, plus des articles aussi dans la presse. Mais voilà, sur ton compte Instagram, tu relais tout très bien. Donc, si vous voulez en connaître plus sur Victoria, vous savez où la trouver. Trop bien, merci beaucoup, Manon. C'est adorable. Avec grand plaisir. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de Nouvelle Conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.